Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de QG Weekend. Voici les titres. Le Gabon désormais dans l'attente des résultats de sa présidentielle. Après une journée de vote samedi marquée par une forte affluence, les résultats de chaque bureau sont en train d'être centralisés jusqu'à la commission électorale. Crise au Nord Mali, la répétition des affrontements meurtriers fin juillet et mi-août à Kidal confirme un délitement local inquiétant. La gestion de la localité reste notamment problématique. Et puis le Rwanda maintient son rythme de croissance. Cette année, elle devrait atteindre 6,8% après 6,9% en 2015 avant de monter progressivement à 7% en 2019 à mesure que les revenus du tourisme et des services augmentent. Mais d'abord, nouvelle plateforme politique à Madagascar. Samedi 27 août, le Mitsangana Bay Rai Malagasy s'est réuni devant plus d'1 millier de personnes. En avant, citoyen malgache en français a été créé en juin 2016 par des contestataires du gouvernement actuel. À l'origine de ce mouvement, 14 membres fondateurs, dont la plupart sont d'anciens ministres de la transition. 2 mois après sa création, le nombre de membres a triplé. La plateforme compte désormais 5 groupes parlementaires d'opposition. Ce samedi 27 août, les quelques 628 124 électeurs gabonais ont voté dans le calme pour élire leur président. Le scrutin à un seul tour oppose 10 candidats et parmi eux 2 favoris. Le chef de l'État sortant, Ali Bongo Ondimba, et l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. Reportage de Serge Kofi, envoyé spécial au Gabon, et Lise Elsi à Kizimane. Les Gabonais ont voté dans le calme ce samedi 27 août 2016. Des citoyens alignés devant les différents bureaux de vote à Libreville et ses environs montrent l'engouement des Gabonais autour de ce scrutin. Durant la matinée, les principaux candidats ont voté, à l'instar d'Ali Bongo Ondimba, président sortant et candidat du PDG, le candidat du Parti démocratique gabonais à l'école urbaine du centre de Libreville. Toutes les conditions ont été réunies. Nous suivons exactement les procédures. Vous savez, la loi portant code électoral s'impose à nous tous. Et pour la plus grande garantie, nous avons aussi invité beaucoup d'observateurs. Il y en a plus de 1000 à l'heure actuelle sur le territoire. Donc, pour dire que nous voulons être accompagnés et être sûrs que notre processus va être bon, clair et transparent. C'est exactement ce que nous souhaitons. Jean Ping, le candidat du Parti gabonais du Progrès, représentant une coalition, a quant à lui voté du côté de l'école Martine Oulabou. Très confiant. Regardez vous-même ce qui se déroule ici dans ce bureau de vote. D'abord, l'affluence, on n'a jamais vu une telle affluence. Ça veut dire que les Gabonais connaissent les enjeux et ils veulent absolument qu'il y ait un changement et une rupture. Et ce soir, il y aura le changement et la rupture. Autre candidat, Abel Mbombenzundu, il a exprimé sa volonté d'un scrutin transparent. La seule chose que je souhaiterais, moi, c'est de voir mon pays avancer à grands pas en ce qui concerne le bon déroulement d'un scrutin. Un scrutin que je voudrais qu'il soit crédible, pour que notre pays davantage s'inscrit dans les valeurs démocratiques du monde. Candidat à cette élection pour la première fois, Gérard Elangema a voté dans son fief à Zhejiang. Je crois que le principal enjeu d'aujourd'hui, c'est le changement. Je ne sais même pas si les gens ont lu les projets de société, si c'est ce qui les intéresse, mais je sais que ce qui est important pour les Gabonais aujourd'hui, c'est le changement. Donc c'est pourquoi elle donne l'impression d'être une élection particulière, parce qu'ils veulent rompre avec des comportements. Moi, je ne crois pas que ce soit seulement avec des individus. Je crois que c'est avec des comportements, avec des paradigmes qu'on veut rompre. Les Gabonais ont donc voté ce samedi en nombre pour choisir leur futur président. Au total, 628 124 électeurs étaient inscrits sur les listes électorales. Les résultats doivent être connus dans les 72 heures après la fermeture des bureaux. L'exécutif est de nouveau en place en Tunisie. Le nouveau Premier ministre tunisien Youssef Chahed et les membres de son gouvernement d'union nationale ont prêté serment samedi lors d'une cérémonie au palais de Carthage. La nouvelle équipe gouvernementale prendra ses fonctions lundi après une cérémonie de passation de pouvoir entre l'ex-Premier ministre Habib Essid et son successeur selon l'Assemblée des représentants du peuple.
Il faut emprunter plusieurs chemins pour faire revenir Kidal dans le giron de la République du Mali. Ce retour, tant attendu par de nombreux citoyens, n'est pas pour demain au regard des obstacles majeurs. Le statu quo actuel bloque toute avancée dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Les explications de Samuel Gambok. La crise autour de Kidal évolue vers un enlisement, alors que la médiation entamée par le gouvernement tente de faire discuter les deux mouvements armés. Pour trouver un terrain d'entente, à Kidal, la situation sur le terrain demeure complexe. Les populations locales, dans l'attente désespérée d'un retour à la paix, connaissent une situation humanitaire de plus en plus difficile. Toute la question d'ailleurs qui est traitée à l'annexe 1 de l'accord pour la paix, à savoir la période intérimaire, prend en compte justement le retour de l'administration de l'État. Et en ce sens, il y a un certain nombre d'objectifs qui sont déclinés, parmi lesquels la mise en place d'autorités intérimaires est entre autres une des mesures, mais n'est pas l'objectif premier. L'objectif, sinon l'un des objectifs par rapport à cela, c'est justement le retour de l'administration de l'État dans ces zones. Mais tout cela doit être pensé comme un processus et entre autres, la mise en œuvre des autorités intérimaires devrait participer de ce processus-là, parce que c'est l'objectif assigné dans le cadre de l'annexe 1 de l'accord. Les groupes armés signataires de l'accord de paix et de réconciliation d'Alger restent campés sur leur position. Le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad exige que le groupe d'autodéfense des Imhads, le Gatsia, reste hors de Kidal. De son côté, le Gatsia tient à être inclus dans la gestion administrative et sécuritaire de la ville. Une situation qui ne facilite pas les négociations conduites par Mahamadou Diagouraga, le haut représentant du chef de l'État, pour la mise en œuvre de l'accord. Les autres communautés de la CMA, notamment les Vietnam qui sont au niveau du MNLA, les autres, les Bassak et les Chamanamas qui sont les autres communautés, n'ont pas de problème avec le Gatia aujourd'hui. Cependant, la communauté des Iforas est en conflit avec la communauté des Imrad, parce que les Imrad partent du principe qu'ils ont la majorité numérique et qu'à ce titre, ils ne peuvent plus accepter de se faire gouverner par une minorité ou de subir le pouvoir féodal d'une communauté alors qu'on est au XXIe siècle. Alors, c'est cette lutte qui est en train de se faire à Kidal actuellement. Et c'est pour ça qu'on peine véritablement à trouver une solution. Ce n'est plus un problème de séparatisme des gens qui veulent quitter le Mali. À tout prix, c'est l'argument politique présenté, mais le fond est un problème intercommunautaire. Depuis le début des pourparlers, la médiation internationale à travers des rencontres informelles avec les délégations des deux mouvements pour parvenir à une sortie de crise peine à susciter pleinement l'adhésion des parties en conflit. Les trois derniers affrontements entre le Gatsia et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad ont accéléré la dégradation du tissu social des populations de la région. 6% minimum de croissance, c'est l'objectif du Rwanda pour 2016. La Banque nationale du pays a présenté ce 25 août l'état de l'économie rwandaise de janvier à juin 2016. Une étude qui montre la stabilité économique du pays des 1000 collines malgré la récession au niveau mondial. Explication dans ce reportage de Libadia Kotan, notre correspondant au Rwanda. L'économie rwandaise a atteint 6,7% de croissance pendant le premier semestre de 2016, selon la Banque nationale du Rwanda. L'institution l'a fait savoir à travers son rapport publié le 25 août. Le secteur des services reste le leader de cette performance depuis 5 ans. Mais c'est surtout l'industrie qui a fait un bond quantitatif de janvier à juin 2016. Elle a enregistré une croissance de plus de 11%. Malgré la récession économique mondiale, l'économie rwandaise est donc relativement stable. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Nous sommes satisfaits, mais nous voulons faire davantage. C'est pourquoi on a beaucoup de projets, beaucoup de programmes pour continuer à accroître la croissance de la production du secteur et être sûr que les bons résultats que nous avons atteints continue au fait à être soutenu. Nous pensons que l'économie continue à se porter bien et les prévisions annuelles que nous avions faites de 6%, nous allons les réaliser absolument. Le ralentissement de l'économie mondiale a cependant eu un effet négatif sur les exportations du Rwanda lors du premier semestre de 2016, car le volume des exportations du pays a augmenté de 16,5% durant cette période, mais les recettes n'ont généré que 268 millions de dollars, contrairement à 275 millions de dollars de janvier à juin en 2015.
Les importations ont de leur côté connu une hausse de 3,3%. Promouvoir le Made in Rwanda serait bénéfique pour l'économie selon certains experts. Le déficit de la balance commerciale du Rwanda ne peut s'équilibrer que de deux façons. La première, qui est celle que moi je privilégie, c'est celle de promouvoir la production locale et de diminuer les importations et les substituer par les produits locaux. Si on continue avec le Made in Rwanda et qu'on produit et qu'on les produits de substitution, on épargnerait une partie des devises qu'on utilise pour l'importation qui est à l'origine de ce déficit de la balance commerciale. Le commerce informel transfrontalier avec les pays voisins a de son côté connu une progression de 23,8%. Il a ainsi rapporté 66 millions de dollars contre 51 millions de dollars dans le premier semestre de 2015. Rappelons que le Rwanda prévoit une croissance économique moyenne de 6% en 2016. Portrait de l'artiste burkinabé Omega. Ce peintre spécialisé dans les portraits rencontre un franc succès. Exerçant son métier depuis 16 ans maintenant, il tente de s'adapter aux nouvelles demandes du marché pour notamment faire face à la concurrence asiatique qui propose des tarifs moins onéreux. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Omega, Narcisse Atiou à l'état civil, est un artiste dont on vante le talent au Burkina Faso et au-delà. C'est depuis tout petit, raconte-t-il, qu'il s'est épris de passion pour ce métier. Depuis, plus aucun jour ne passe sans qu'il ne soit dans la création ou la reproduction. Le chemin de l'art, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Alors, il y a plusieurs des jeunes qui sont venus, après, ils sont découragés, mais il n'y a pas de découragement. C'est une voie de liberté. Je conseille à tous les jeunes africains que ce n'est pas aller en Europe. Si tu es un artiste, ce n'est pas forcément que tu ailles en Europe. Tu peux vivre en Afrique avec ton art. Et je l'ai dit, la facilité ne paye pas. Ses matériaux à lui sont le chevalet, le crayon, la peinture à l'huile, le lin et le châssis pour ne citer que cela. Installé dans son modeste local, acquis il y a de cela 16 ans, il a vu venir ici des clients de toutes les nationalités. Ses œuvres les plus sollicitées sont les portraits de personnalités ou de simples citoyens. De nos jours, la Chine a envahi le marché avec les trucs artistiques qui sont moins chers. Nous aussi, on est dans le domaine, on essaie de faire de notre manière pour que cet art-là, qui est notre culture, ça ne se perde pas. On est toujours de trouver notre manière pour que les gens puissent venir commander aussi, qui va les permettre aussi de connaître la valeur de l'art, pas seulement pour les Blancs. Sa polyvalence, il la doit à une carrière de bientôt une vingtaine d'années. Grâce à sa petite réputation, ses tableaux sont aujourd'hui exposés et vendus dans plusieurs galeries. Cela lui permet de jouir des retombées de son travail. C'est avec fierté qu'il confie avoir vendu son tableau le plus cher contre la somme de 200 000 francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.